Docteur Ottaviano Canuto, merci d'avoir répondu à l'invitation de MCTV Boston, Caméra Mosaïque, bien avant d'engager et aujourd'hui notre conversation sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'économie de l'Amérique latine et des Caraïbes. Quelques mots sur le think tank Policy Center for the New South où vous êtes actuellement Senior Fellow. Oui, merci beaucoup Yves, c'est un plaisir d'être ici, c'est un honneur. Le Policy Center for the New South est un think tank basé au Morocco, mais il a dans son cadre plusieurs chercheurs comme moi. Je travaille d'ici, j'habite à Potomac, à Maryland, à côté de Washington. Mais je fais 2 voyages par an au Maroc pour faire du travail là, 2 semaines par an. Mais tout le temps, je voyage, je vais au pays pour participer des événements et j'écris. Basiquement, ma tâche, c'est d'écrire et de réfléchir sur les choses du développement. Moi aussi, à ce moment-là, je donne des cours à Columbia University, à maîtrise en relations internationales à Columbia, et aussi un cours à Washington, à George Washington University, un cours sur le développement économique de l'Amérique latine et Caraïbes. Et je suis aussi un non-resident senior fellow au Brookings Institute. Je suis de la Banque mondiale, mais je reste très actif. Vous êtes donc très actif via visioconférence pendant cette longue période de confinement que nous impose malheureusement cette pandémie. Docteur Canuto, en guise d'introduction au thème central de notre émission pour aujourd'hui, pouvez-vous dresser brièvement le tableau de la situation économique des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes à la fin de l'année 2019? Certainement. Écoute, la croissance en Amérique latine et dans les Caraïbes s'est rapidement redressée au second semestre de l'année passée, mais à un rythme moins intense que celui de l'économie mondiale et d'autres marchés émergents. Et ce, malgré des politiques de soutien sans précédent, de bonnes performances de partenaires commerciaux extérieurs de la région, hausse des prix des matières premières et conditions financières mondiales favorables. La persistance de la crise sanitaire dans de nombreux pays et met en cause les perspectives à court terme. Ça, c'est où est le problème. Les populations et les économies ont encore besoin d'un coup de pouce à court terme pour sortir de la crise de COVID-19, tandis que l'aggravation de plusieurs faiblesses structurelles sous-jacentes pose des défis importants à long terme. La contraction de 7% de la région en 2020 a été la pire au monde, dépassant de loin le ralentissement mondial de 3,3% qu'on a regardé des autres parties du monde. La perte de PIB en 2020 était la plus importante en une seule année depuis le siècle, depuis l'année de 1821. La prévision de croissance en 2021, selon le Fonds monétaire, de 4,6% est bien inférieur aux 5,8% estimés pour les marchés émergents, hors Chine. Le revenu par habitant ne reviendra pas au niveau d'avant la pandémie avant 2024, ce qui entraînerait une perte cumulée de 30% par rapport à la tendance avant COVID-19. C'est terrible, l'impact c'est terrible pour la région. Situation vraiment désastreuse pour l'ensemble des pays de la région, c'est un fait. Les grandes économies comme le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Chili, l'Équateur
ont les ressources et leviers nécessaires pour limiter les dégâts en quelque sorte. Tel n'est pas le cas pour les petites économies de l'Amérique centrale et des Caraïbes. Tout un monde de différences, docteur Canuto. Il y a des différences au sens de que, par exemple, les pays des Caraïbes, les Caraïbes euh, ont, ont été touchés par la tombe du tourisme. Et, et d'autre côté, il y a des pays qui ont senti les effets de la chute des prix des matières premières plus que des autres. Particulièrement les pays qui dépendent de pétrole étaient touchés plus fortement que les autres. Mais il y a aussi la côté sanitaire. Le volume de ressources que le gouvernement brésilien, par exemple, a utilisé pour aider la population, pour soutenir les politiques de transfert d'argent, etc., ont évité que le Brésil, par exemple, avait une chute de le PIB aussi telle que Mexique. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que le Mexique a pris la décision de non mettre en place de politique de relance, de support à la population plus pauvre. Et le PIB de Mexique a tombé 8,2%, pendant que le PIB brésilien a tombé 4,1%. Ça veut dire la moitié de la chute du Mexique. Des autres pays à la région ont réussi de mettre en place des programmes de soutien à la population, mais le PIB a tombé énormément comme au Pérou et à Colombie. Alors, les différences sont surtout par rapport au côté sanitaire. Le Chili va bien, particulièrement parce que le Chili était intelligent de négocier avec les fournisseurs de vaccins, même avant de savoir quel vaccin serait bien. Et ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Chili est dans les pays avec les taux de vaccination plus hauts au monde. C'est incroyable. Pendant qu'au Brésil, qui est le deuxième, même avec la vaccination qui s'est passée au Brésil, mais l'intensité de la crise sanitaire à cause des variantes, des mutations de virus, pose le pays à une crise profonde. La première moitié de cette année-là, le PIB au Brésil va tomber. Ça veut dire que s'il y avait une récupération à la deuxième partie de l'année passée, si le degré de contamination, si le rythme de contamination reste haute, comme c'était le cas, l'économie va souffrir. Il n'y a pas cette chose d'un dilemma, d'un trade-off entre la crise sanitaire et la crise économique. La réponse du gouvernement fédéral brésilien à la pandémie était très différente. Malheureusement, le type d'exemple posé par le président Bolsonaro a influencé le comportement d'une parcelle de la population et les règles de distanciation social n'étaient pas oubliées. Et sauf pour le cas de l'État de São Paulo, où le gouverneur a réussi de négocier des vaccins avec les Chinois, la situation serait pire de qu'elle l'est. Alors, la façon par laquelle le pays répond à la pandémie, ça a une importance sociale et économique, au-delà des décès. En parlant des réponses apportées par chaque pays de la région pour faire face à cette crise financière sans précédent, j'aimerais avoir votre lecture, Dr Canuto, sur un cas particulier, le Venezuela. C'est catastrophique parce que la pandémie de COVID-19 aggrave une situation déjà précaire au Venezuela.
aggravant une situation désastreuse pour des millions de personnes. On ne sait pas beaucoup parce que Venezuela a la pire capacité de test en Amérique latine, avec des États importants dont la réception des résultats. Mais, comme vous avez dit bien, Yves, COVID-19 n'a pas causé tous les problèmes actuels du Venezuela. Au contraire, la pandémie a aggravé une crise humanitaire et économique sans précédent causée par la corruption, la mauvaise gestion et l'échec de politique. D'autres facteurs, tels que les sécheresses et les sanctions internationales, ont exacerbé les problèmes de sécurité alimentaire existants et des pénuries de carburant. Mais l'économie du Venezuela, déjà en ruine avant la pandémie, a continué de s'effondrer. Les taux d'inflation mensuels restent supérieurs à 2000%. L'économie vénézuélienne contractait d'environ 26% en 2020, en plus de la contraction des années précédentes. C'est une catastrophe. Catastrophe économique, financière et sociale, non seulement pour le Venezuela, mais également pour d'autres pays de la région. Colombie, Pérou, Chili, Équateur, Brésil, Argentine, qui accueillent depuis l'année 2015 plus de 4 millions de réfugiés vénézuéliens sur leur sol. Cette région a eu à faire face au cours de ces 40 dernières années à des crises similaires. Celle de la dette au début des années 80 et tout récemment, le sous-continent n'a pas été épargné par la grande crise internationale des années 2007-2008 due au subprime. Dr Canuto, quelles sont les différences en termes d'impact sur l'économie de la région entre la crise de la dette des années 80, celle des années 2007-2008 et la situation que nous vivons actuellement? Bonne question, parce que ce sont des cas différents et aussi la situation de la région était différente à ce cas-là. La crise de dette était affrontée par les pays avec d'ajustements fiscaux, avec de réformes structurelles. Mais la région a passé par une décade perdue. OK. Alors, depuis, la région a passé une période très bonne à cause de super cycles de prix des commodities. Et la région, les pays dans la région qui se bénéficient de la production de matières premières, a utilisé raisonnablement bien ce période exceptionnelle-là. Parce que la croissance était bonne par rapport au PIB, mais aussi des politiques de réduction de la pauvreté ont marché. Et les chiffres sont clairs, comme pendant la première décade, la première décennie de nouveau millénium. La région a réussi de monter le revenu et avec plus de distribution de revenus. C'était une merveille. La classe moyenne a croît et on avait des transformations très importantes. Quand la crise financière globale s'est passée, qui viendrait du pays développé, la région était capable de se tenir, de passer son impact comme il avait été le cas de la crise de dette. Le Brésil, le Mexique, les autres pays, même Argentine, etc., avaient d'espace pour prendre des mesures contracycliques. Alors, les choses ont changé parce qu'en même temps, la Chine change son modèle de croissance après la crise financière globale. Nous avons le fin de super cycle de prix de commodités et la région
a passé de rythme de croissance moins accentué que aux premières décennies de nouvelle millénaire. Et de toute façon, de cette façon, on a regardé les conséquences en termes d'aspiration des classes moyennes à la région sur le mouvement politique, par exemple, entre 2013 et 2019, avec la classe moyenne en demandant de meilleurs services gouvernementaux d'éducation, de santé, de réduction de la corruption, etc. Des mouvements qui réfléchissaient exactement l'aspiration accrue dans les années passées. Alors, la pandémie, c'est un autre type de crise. Et les conséquences de la pandémie sont différentes entre les pays par deux raisons. Un, les différentes capacités de l'idée de ménager la pandémie. La deuxième, l'espace fiscal qu'il y avait et la volonté du gouvernement d'établir des politiques de soutien de la population. Les choses que les États-Unis pouvaient faire et que M. Biden, maintenant, a commencé. La même chose qu'en Europe, on a regardé en termes de support à la population, aux salariés, etc. L'espace fiscal disponible pour ça à notre région n'est pas le même. Mais de toute façon, ils étaient utilisés. Ce que je suis particulièrement préoccupé, c'est qu'on les cicatrices de la pandémie, les effets plus durables qui vont être établis là. L'impact de la pandémie était encore, il est, parce que la pandémie, il reste, particulièrement dur sur les femmes à la région, sur les travailleurs peu qualifiés, sur les jeunes. Et ça, c'est à cause du fait que la pandémie, la crise associée à la pandémie, est particulièrement accentuée aux services intensifs en contact personnel. Et les femmes et les travailleurs moins qualifiés sont exactement la majorité d'occupation à ce secteur-là. Et pourtant, le fait que la pandémie a affecté particulièrement le service intensif en contact personnel a touché particulièrement ces groupes de personnes, de travailleurs que j'ai mentionnés. Et quelques de ces effets seront durables. La pandémie a accéléré, par exemple, la digitalisation, la numérification, comme on dit en français, des processus productifs. Et alors, les travailleurs qui peuvent travailler de la maison, les travailleurs qui n'ont pas besoin d'être proches des autres, ils ont adapté. Et probablement, à la fin de la pandémie, on ne va pas retourner entièrement au monde où nous étions avant la pandémie. Les compagnies ont découvert, par exemple, que travailler de la maison, ça veut dire travailler plus de heures, travailler plus, et la productivité a monté. Alors, probablement, après la pandémie, il y aura, les entreprises vont se réorganiser, vont réorganiser les processus de travail pour devenir plus hybride, avec de travail à la maison et au centre-ville, etc. Ça veut dire que les services intensifs en contact au centre-ville vont diminuer. Les restaurants, l'accommodation, les voyages de business, d'affaires, les voyages vont diminuer
le tourisme va retourner, mais les voyages pour poser les affaires, naturellement, seront moins parce que il y avait une économie fantastique de ressources, de budget, avec les réunions virtuelles, etc. Et ça viendra une chose avec des impacts sur le service entre ces contacts. Écoute, je ne veux pas être ici quelque chose de bon. Il y a des choses aussi intéressantes. Certainement, après la crise de pandémie, la pression, la reconnaissance de la nécessité d'augmenter les nettoyeurs de protection sociale va croître en tous les pays, aux pays avancés et aux pays en développement. Comme c'était le cas, même aux endroits comme le Brésil, qui à ce moment-là, historiquement, est gouverné par un président très conservateur, mais même au Brésil, la taille des mécanismes de transfert de revenus, par exemple, ne va pas étonner au niveau de ce qu'on avait avant, que c'était les conditional cash transfer, le transfert de ressources pour une morceau petit de la population. Il y aura un mouvement très fort pour l'attention aux personnes qui ont été inégalement plus touchées à cette crise-là. On regarde ça par tout le monde. Ça, c'est le côté favorable d'après la pandémie. Même pour que les défis seront hauts, avec les transformations de processus de travail, avec la nécessité de qualifier les travailleurs, parce que le travail peu qualifié va diminuer. Et il y aura aussi l'héritage de la dette publique, parce que la dette publique va monter, ça monter partout des pays à cause des politiques nécessaires à un moment comme celle de catastrophe qu'on a regardé par la pandémie. Accroissement du déficit budgétaire, perte d'emplois, dans les pays où l'économie est basée notamment sur le tourisme. Docteur Canuto, vous avez avancé que de nombreux États de la région ont déjà déclenché les leviers de la protection sociale pour venir en aide aux familles les plus touchées par cette pandémie. Vous faites allusion, bien sûr, aux grandes économies de la région, le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, des pays qui ont à la fois les ressources nécessaires et un système de protection sociale déjà en place. Qu'en est-il des petites économies de la région? Docteur Canuto, quand on est chômeur toute sa vie, quand on est agent dans une économie informelle, on n'a pratiquement rien comme revenu pour contribuer à la mise en place d'un système de protection sociale. Alors, qui va alimenter ce système quand l'État non plus n'a pas les ressources nécessaires? Très aspect important, je dirais, par rapport à cette question très importante que vous avez établie, vous avez demandé, Yves. Les élites de ces pays, particulièrement en Amérique latine, en Amérique centrale, auront d'accepter qu'ils doivent payer plus de taxes, plus des impôts. Le niveau de revenus publics de ces pays-là est très bas. Il y a une résistance à payer des impôts. C'est une chose que les élites de ces pays-là auront d'accepter. 2. L'effort de formalisation du travail, ça va dépendre aussi de politiques d'amélioration d'environnement de business, d'environnement d'affaires, qui augmentent les incentives à formaliser pour les compagnies. Aujourd'hui,
le poids lourd de certaines obligations, etc., forme un incentive pour les entreprises de rester petites et de rester informelles. Il faut améliorer la qualité d'environnement des affaires pour rendre plus facile l'incorporation de ces pays. Et troisième, quand on parle à la formalisation, au moins, il y a la nécessité d'un effort de catalogation, d'enregistrement de pauvres au pays. Écoute, Brésil, le Bolsa Familia, le mécanisme de transfert d'argent pour les plus pauvres, les 20% à la base de la pyramide de revenus au Brésil, qui était construit depuis les années 90, particulièrement, et étendu par Lula pendant son gouvernement, ils ont monté exactement une base d'information. Il y a un cadastre. Comme on disait au Brésil à ce moment-là, il faut reconnaître les pauvres par leur nom. On a besoin d'avoir, parce que ça, c'était une précondition pour avoir les transferts d'argent, etc. Et pour tester périodiquement si les transferts étaient passés exactement à ceux qui devraient. Bon, la pandémie, l'année passée, a montré que la quantité, le numéro de Brésiliens avec besoin de recevoir des transferts était plus grand que ça, plus grand que le cadastre originel. Et il y avait un effort difficile pendant 2 mois d'extendre, de faire d'élargir. Oui. Et au point que le mécanisme de transfert du gouvernement l'année passée a arrivé à 66 millions brésiliens. Wow. Ouais. Au-delà de ce qu'on pourrait définir comme vraiment approprié pour un mécanisme comme ça. Mais écoute, c'était une situation extraordinaire, etc. Mais on sait, de toute façon, qu'on va, au-delà de cadastre originel, il y aura maintenant un cadastre plus ample que ça, qui ne sera pas les 66 millions, mais peut-être une chose presque 30 millions ou 25 millions de Brésiliens. 30 millions probablement. Il faut que les pays en développement connaissent ces pauvres qui font des efforts pour établir, et aujourd'hui l'électronique aide ça, parce que le mécanisme de transfert d'argent au Brésil est fait complètement de façon électronique. Ce sont les femmes qui reçoivent la condition castrante, c'est la Bolsa Familia, et la raison c'est que les femmes sont meilleures que les hommes. Je vais parler sur ça. Je vais expliquer. Des personnes qui n'ont pas de compte bancaire, mais elles reçoivent des cartes électroniques. Elles peuvent prendre l'argent au post office, au mail. Alors, c'est possible pour les pays d'avoir ça, mais il faut développer exactement le cadastre pour exactement faire le transfert directement aux familles, sans intermédiaire. Parce que le risque, c'est toujours les intermédiaires de ce type de transfert qui prennent part des transferts. Alors, c'est possible de faire ça à tous les pays et régions. Il a besoin de faire l'effort, d'étendre. Alors, ces cadastres-là, c'est très important. C'est la troisième précondition que je dis, que je peux accentuer pour avoir ce que vous avez demandé. Alors, pourquoi est-ce que l'argent au Brésil, au mécanisme du Brésil, va pour les femmes? Écoute, dans les années 90,
il y avait une recherche systématique qui était faite au Brésil, aux familles. Et le résultat de la recherche a montré à ce moment-là qu'au domicile où les femmes avaient pouvoir sur l'allocation de ressources, le poids et la taille de bébé étaient plus grands que des autres domiciles. Ça veut dire, il y a des exceptions, certainement, mais ça veut dire que quand les femmes ont le pouvoir sur l'allocation de ressources, de revenus familiaux, le traitement des conséquences pour les enfants sont meilleurs. En termes de poids et de santé. C'est une chose maintenant très reconnue que l'éducation et la disponibilité du temps pour les femmes font une différence très grande sur la santé et sur l'éducation des enfants. Et écoute, cette recherche-là était reproduite en mon temps à la Banque mondiale. J'étais vice-président pour la réduction de la pauvreté et on a fait ces expériments, par exemple, aux pays africains, en Namibie. On a fait la reproduction de ces exercices à d'autres côtés du monde. Et dans toute part du monde, ce résultat-là est confirmé. Les femmes sont meilleures par rapport à la destination de ressources des familles par rapport aux enfants. Ça, c'est pourquoi je dis que les femmes sont supérieures aux hommes à ce rapport-là. Et c'est une leçon, c'est une chose qui devrait être... ça, c'est pourquoi la recherche d'égalité entre genres, d'équilibre de pouvoir entre les femmes et les hommes, ça a de conséquences pour le développement du pays. En dépit de ces résultats plus que convaincants que vous avez avancés sur le rôle des femmes dans la bonne gestion des ressources familiales, pourquoi, à votre avis, Dr Kanuto, de nombreux pays jusqu'à présent hésitent à s'engager dans cette voie, ne serait-ce qu'au niveau de l'expérimentation? Problème de ressources peut-être? Bon, écoute, il y a une façon de faire des supports dehors pour ce type de recherche-là. C'est une question de volonté, de demande des pays pour avoir. Ce sont des choses pour lesquelles les supports extérieurs ne sont pas difficiles de trouver. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la priorité que les élites de ces pays attribuent à faire ça. C'est une question de gouvernance aussi. Écoute, le modèle qui était utilisé au Brésil ou au Mexique a fait la même chose. Ils ont des implications politiques très importantes. Pourquoi? Parce que l'argent vient directement du gouvernement à la famille, sans intermédiaire. Ce sont les personnes qui ont au milieu, qui ont le domaine sur la politique. Il faut avoir une volonté de changement du type de gouvernance du pays aussi. Ça, c'est une question. Ça, c'est pourquoi j'insiste que les changements doivent commencer au pays eux-mêmes. Avant au début, au-delà, à l'envers d'attendre qu'il y aura des miracles du ciel ou des solutions magiques d'extérieur. Le changement de gouvernance, l'amélioration de la gouvernance, la pression populaire pour amélioration de gouvernance du pays est la question clé qui va définir où les petits pays et les régions vont évoluer. Docteur Kanuto, revenons un instant sur les leviers de la protection sociale utilisés par de nombreux pays de la région
pour sortir de la misère plusieurs millions de familles affectées par cette crise sanitaire. Quels sont, à votre avis, à long terme, les risques d'un accroissement du déficit budgétaire dans ces pays et surtout l'impact sur la croissance économique dans les prochaines années? Il y a un risque parce que, comme j'ai dit, la pandémie va laisser une situation de dette plus haute que passée. Mais pas une condamnation à disgrâce, parce que s'il y a clairement un compromis avec des règles, avec des révisions des qualités des dépenses publiques, etc., les créanciers du pays ne vont pas augmenter les primes de risque. On regarde ça maintenant. Mais le défi sera plus grand que passé. La nécessité de faire ça, c'est pourquoi le compromis pour les élites de payer plus de taxes au pays où le revenu au PBI est très petit, comme il est le cas dans certains pays d'Amérique latine, devra changer. Et écoute, selon les estimations de la Banque mondiale, de mes ex-collègues de la Banque mondiale, les dernières que je regardais, le nombre de pauvres a augmenté de 19 millions dans la région à cause de la crise. Et les inégalités, mesurées par le coefficient de Gini, c'est un coefficient pour m'exprimer ça, ont augmenté de 5% par rapport à avant la crise. Et, comme je dis, la pandémie causera également des dommages durables au capital humain en raison de la fermeture d'écoles, qui a été plus prolongée que dans d'autres régions. L'héritage sera considérable. Mais en même temps, comme je dis, le chemin avant que ces pays-là fassent, ils ont le chemin clair. C'est une question de volonté politique pour faire les réformes structurelles et de prioriser exactement la nécessité des plus pauvres. Mais la question de gouvernance sera la plus importante. Puisque vous parlez de bonne gouvernance, Dr Canuto, ça me fait penser implicitement aux institutions multilatérales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement BID. Quel rôle peuvent-elles jouer pour aider les pays de la région à juguler dans un premier temps cette crise économique due à la pandémie et à l'avenir relancer la croissance économique? Plus ou moins. Je vais expliquer. Il y a une différence entre le Fonds monétaire. Le Fonds monétaire ne fait pas de prêts au pays, au gouvernement pour faire de campagne ou pour faire des actions, pour prendre des actions contre la pauvreté. Le Fonds monétaire opère avec d'argent de court terme pour aider les banques centrales à passer le défi qui vient des finances internationales, etc. C'est la Banque mondiale et les banques régionales de développement qui ont plus la responsabilité, qui ont la responsabilité de faire des prêts, de donner des prêts à long terme pour supporter des programmes de réduction de la pauvreté, des programmes de réformes administratives, des investissements en infrastructure, etc., etc. Bon, la Banque mondiale et ces institutions, avec le temps en passant, elles ont diminué. La taille de la Banque mondiale aujourd'hui n'est pas la même qu'elle avait par rapport au pays et par rapport
des autres sources de financement, comme il était après la deuxième, après au moins les années 70. Et là, ils ont diminué. Quand j'étais à la Banque mondiale, j'étais un directeur exécutif, on avait réussi de faire une négociation pour augmenter le capital de la Banque mondiale. Bon, ça c'était bon, mais pas miracle, pas une duplication. La Banque mondiale reste encore un petit peu limitée, bornée au volume de ressources qu'elle peut passer au pays. Point. Mais au cas, par exemple, de la Banque interaméricaine de développement, pas même ça. La Banque le BID est à ce moment-là suffoquée et elle n'a pas d'espace pour faire beaucoup de choses. On espère, que en passant le moment terrible pour le multilatéralisme qu'on a passé pendant la deuxième décennie, l'esprit sera encore plus favorable au sein de pays avancés pour accepter une augmentation de capital de ces institutions-là. C'est un espoir. Certainement, j'imagine que des institutions avec un gouvernement comme Biden aux États-Unis, la probabilité de ça est plus grande qu'il était avec Mr. Trump. Mais il faut... et maintenant, nous avons un réseau plus complexe des institutions parce qu'il y a aussi l'institution chinoise, il y a aussi la banque de BRIC, la CAF, la Corporation Andine de Fomento, a été maintenant la Banque de développement de l'Amérique latine a augmenté, mais c'est un processus qui reste à ce moment-là. Ils font de bien, mais en même temps, on ne peut pas attendre à voir attendre qu'ils font de miracles. Message ou conseil de quelqu'un qui a été pendant de longues années tour à tour directeur exécutif, vice-président de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque interaméricaine de développement à Washington. Docteur Canuto, et face à tous ces défis que vous avez présentés, analysés au cours de cette émission, est-ce que tout passe par la vaccination contre le virus? Certainement, c'est pas de la solution. Parce que au-delà d'essais, c'est juste plus important, l'économie ne va pas retourner à la normalité si la pandémie reste. Parce que même s'il n'y a pas de politique officielle de distanciement social, même s'il n'y a pas de commandement de gouvernement pour rester à la maison, etc., si la contamination reste, les personnes ne vont pas retourner à demander à utiliser des services intensifs en contact. Et alors, et ça, c'est exactement le point d'économie qui a souffert l'impact plus terrible de la crise. C'est une crise sanitaire, particulièrement, basiquement. Alors, ça dépend le retour à des activités de personnes au restaurant, à voyager, à aller au cinéma, à faire des services, à voir des personnes pour travailler à leur maison, etc. Ça va retourner seulement quand la pandémie, quand le virus est contrôlé. La vaccination, pourtant, est clé pour ça. En même temps, ça va dépendre aussi d'habilité du secteur public de maintenir certains supports de transfert de revenus et de rétablir la normalité aux services publics, etc., etc.
Mais la vaccine est clé. Docteur Ottaviano Canuto, ma dernière question à l'émission aujourd'hui. Gravir les échelons, le développement dans l'économie mondiale, c'est le titre de votre plus récent ouvrage publié par the Policy Center for the New South. Qu'est-ce que vous traitez dans cet ouvrage? Je traite des conditions qui permettent un pays d'évoluer de niveau bas de revenus par habitant au niveau moyen et au niveau haut. Les pauvres, classe moyenne, pays de revenus moyens et pays avancés. Qu'est-ce qu'il y a en commun à ce cas-là? Ça nous permet d'entendre pourquoi est-ce que certains pays sont trappés au niveau moyen ou même trappés au niveau bas. L'autre chose que je fais, c'est examiner la globalisation, l'économie globale, comme il était pendant les années 90, 2000 et 2010. Pour comprendre ce qu'il y avait à cette économie globale-là, qui a aidé à créer des défis pour les pays, faire le chemin, pour prendre le chemin en eau. Et je examine plus particulièrement 3 cas de pays, la Chine, le Brésil et les pays de l'Afrique subsaharienne. Et je finis le livre avec un chapitre sur la pandémie et sur ce qu'on peut, à ce moment-là, regarder comme tendance pour le monde après la pandémie. Eh bien, au nom de tous les téléspectateurs de Caméra Mosaïque, MCTV Boston, Dr. Ottaviano Canuto, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et pour participer à cette émission aujourd'hui. C'est un plaisir et l'espoir qu'on va apprendre les leçons avec la pandémie pour avoir une région qui retourne à la prospérité et réduction de la pauvreté. Merci beaucoup. OK, à bientôt.